Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous avez parlé d'Hannah Arendt. Je vous avais entendu à la radio parler de son premier mari qui était Günther Stern, alias Günther Anders, et qui disait en fait à propos de... Donc lui, il est dans le... Pour ceux qui connaissent pas, il est dans la, comment dire, dans la prévention de la catastrophe nucléaire qu'il pense comme étant la prochaine menace, enfin la menace prépondérante. Et donc en fait, ce qu'il dénonce, c'est l'incapacité des individus à percevoir l'ensemble dans lequel ils sont acteurs, et donc notamment avec sa correspondance avec le pilote qui a largué la bombe sur, je ne sais plus si c'était Hiroshima ou Nagasaki. Et donc, par rapport à votre propos d'aujourd'hui sur la démocratie, où vous dites que les gens doivent être informés, où il faut avoir des faits pour être éclairés, comment est-ce qu'on peut gérer le fait d'être un petit élément dans un grand ensemble dont on n'arrive pas à percevoir ni la globalité, dont on n'arrive pas à percevoir la profondeur sur chacune de ces parcelles, et comment est-ce qu'on peut gérer ce trop-plein d'informations, puisque aujourd'hui Internet ou même les médias, c'est pas tellement de ne pas donner d'informations, mais c'est d'en donner tellement qu'on ne puisse rien digérer, qu'on soit écœuré, et que donc la bonne information, celle qui est importante, ne soit pas sélectionnée par le cerveau. Les vérités de fait dont je parle, c'est celle qui justement sort du bruit médiatique. Nietzsche, que j'ai cité tout à l'heure, parlait de l'événement comme le volcan. Le volcan qui surgit et qui est à la fois destructeur et créateur. Et donc, moi, dans mon travail et dans ce que je défends dans ce métier, c'est cette idée-là, de la vérité qui fait événement, qui nous oblige à voir ce que nous ne voulons pas voir. Et cette vérité-là n'est pas une vérité qui simplement s'ajoute à d'autres dans un désordre, dans un bruit. Cette vérité-là, en nous surprenant, en nous choquant, et c'est en sens que l'événement, c'est l'inverse de l'actualité, qui est effacée, ce qui est dit aujourd'hui sera effacé demain et a déjà effacé hier. Eh bien, cet événement-là, c'est celui qui fait sens. C'est celui, et je dis souvent que dans une enquête, une bonne enquête, c'est à la fois le fait que le journaliste en sache plus que ce qu'il publie, et c'est aussi que le journaliste s'efforce de construire un puzzle. Une bonne enquête, ce n'est pas simplement une pièce. Trouver la pièce qui va faire sens, c'est le rôle de l'enquêteur. Mais l'enquêteur, pour trouver cette pièce, il doit avoir le sens du puzzle, le sens de la compréhension, le sens du sens. Le sens du sens. Est-ce qu'il y a une autre question ? Le philosophe Alain remarquait que le citoyen, à l'obéissance qui est nécessaire pour que la démocratie ne meure pas, ajoute malheureusement l'approbation, une forme de servilité, d'où le penser, c'est dire non, qui rejoint évidemment la Boétie. Comment le journaliste peut-il résister à la séduction qu'il opère lui-même, et comment peut-il faire en sorte que, à l'approbation du pouvoir, ne se substitue pas à l'approbation du journal ? Le numérique nous sauve de cela. Je pense que c'est un point de non-retour. Dans les 15 minutes, j'avais prévu au départ d'en parler, je me suis dit que je n'arriverais pas à tenir la cohérence de mon propos. Au début, je disais que le numérique, c'était simplement la troisième révolution industrielle. 18e, 19e, le moteur, la machine à vapeur, une révolution industrielle qui bouleverse les équilibres entre puissances, qui crée le mouvement de la campagne vers la ville, l'armée industrielle, vous connaissez tout cela. Deuxième révolution industrielle, basculement d'Europe aux États-Unis, moteur, cette fois-ci technologique, l'électricité, et en même temps, empires coloniaux, et accélération de la même manière de destruction, création. Troisième révolution industrielle, 20e, 21e, le numérique qui est au cœur, et le même ébranlement culturel, social, économique, géopolitique de nos sociétés. Je pense que le numérique, à cet objectif troisième révolution, en ajoute une autre, qui est contemporaine de l'ébranlement identitaire que nous vivons ici, c'est-à-dire la fin des 5 siècles où l'Europe a donné le là du monde, où elle a imposé, pour le meilleur et pour le pire, ses savoirs, ses religions, ses armées, ses économies, ses langues au monde. En clair, le numérique est une révolution pour moi de la même ampleur que l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle.
J'ai lu récemment, dans un texte de Jean-Luc Nancy, un philosophe, un extrait d'un écrit d'un moine qui, dans son monastère, dans la deuxième moitié du XVe siècle, dit, avec élégance et en même temps un peu de mépris, « J'ai sous les yeux ce qu'il nomme une Bible imprimée. » Et il dit, au fond, c'est fini pour nous. Avant, nous étions les gardiens du savoir, de l'écriture, des enluminures, des manuscrits, de la langue même, de l'écrit, dans nos monastères. Désormais, ils vont tous vouloir savoir. Et ils ne croyaient pas si bien dire la réforme, la contre-réforme, les idées des Lumières, la naissance des idéaux républicains. Ça mettra du temps et démocratique, ça mettra du temps et nous y sommes. Eh bien, c'est de la même ampleur ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive à nous, pour ce qui est des savoirs sur le présent, sur l'immédiat, et à vous tous sur vos propres savoirs, vos savoirs savants. Désormais, la question de la production et de la diffusion des savoirs, des connaissances, est bousculée et bouleversée avec la même ampleur que ce qui s'est passé avec l'imprimerie. Les feuilletons Snowden, Greenwald, Wikileaks, au niveau de l'actualité mondiale, comme le fait que toutes ces conférences seront en vidéo, comme le fait qu'on peut écouter les cours du Collège de France, comme les initiatives qui ont lieu sur comment partager le savoir en ligne ou enseigner en ligne, ainsi de suite. Toutes ces questions où le virtuel n'est pas hors du réel, il est au cœur du réel, toutes ces questions transforment radicalement cette question et nous font tous descendre de l'estrade. C'est pour ça que je pense que le numérique nous donne à nous une seconde jeunesse, qu'il nous a bousculés, qu'il nous a déséquilibrés, mais au meilleur sens du terme. Et c'est ce que je voulais dire en disant nous remettre à notre place, c'est-à-dire à notre juste place. Désormais, nous ne sommes plus seuls. Les professionnels sont face aux amateurs. Nous sommes critiqués, nous sommes discutés, nous sommes protégés, prolongés plutôt que protégés, au contraire, exposés, critiqués, discutés, prolongés, complétés, alertés. Et nous sommes dans cette confrontation-là, qui forcément nous rend objectivement plus modestes. C'est bien pour ça qu'il y a une crise de ces oligarchies dont je parle. Qu'il y a une crise par rapport au secret et au savoir et à la diffusion du savoir. Vous l'avez vu pas plus tard qu'hier avec la conférence du président Obama sur les révélations Snowden et la National Security Agency. Vous le voyez par rapport à cette phobie de cette question démocratique de la publicité traduite par certains en transparence totalitaire, alors qu'il s'agit des affaires publiques. Donc votre alerte est tout à fait pertinente. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a dans cet écosystème du numérique que je compare souvent à la forêt vierge. La forêt vierge, elle est pleine de lianes toutes les minutes, elle est pleine de diversité et de pièges. Il y a ceux qui vont vouloir mettre des barbelés, il y a ceux qui vont vouloir mettre du béton, du goudron, des autoroutes, il y a ceux qui vont mettre des barrières, des frontières. Et puis il y a ceux qui, comme nous, défendent cette idée que cet écosystème, il faut le laisser vivre, et simplement défendre la pluralité des clairières. Mediapart, c'est une clairière. Il n'y a pas de plafond végétal, on sait l'heure qu'il est, il y a 3 éditions par jour, on n'est pas perdu dans la temporalité, on n'est pas dans le flux continu. Et puis on vous indique, vous pouvez aller dans ce chemin-là, c'est une information intéressante, vous vous posez, vous réfléchissez, vous discutez, c'est aussi une agora. Et je prends cette image de la forêt vierge pour dire quoi ? Et j'ai dit souvent que ce blockbuster Avatar, qui est un film numérique, et reprenant cette expression indienne qui est dans l'univers du numérique, est au cœur de cet imaginaire-là. Cet imaginaire du faible au fort, petit, moyen, gros effet. Cet imaginaire de la fragilité, du tremblement, du déplacement. Je passe de la puissance à défendre ceux qui sont opprimés. C'est ça, le succès dans l'imaginaire d'Avatar. Et là, il y a au cœur quelque chose qui m'est très cher, qui est ce que disait le poète Édouard Glissant, qui est cette idée de la philosophie, de la poétique, de la politique, de la relation. La relation comme étant au cœur de cette nouvelle imaginaire démocratique que nous devons créer. Or, c'est quoi le numérique ? C'est le lien hypertexte. C'est la relation. C'est ça qui vous permet de faire des mails, c'est ça qui vous permet d'envoyer des PDF, de construire des sites, et ainsi de suite. Eh bien, c'est cette philosophie de la relation, donc de la conversation démocratique, que nous devons réussir à recréer. Excusez-moi, ma réponse a été trop longue. Une question de Jean-Louis Etienne. Oui, j'ai une question sur votre vie personnelle. Effectivement, vous avez parlé que vous étiez un petit poisson et il y a des gros requins en face.
votre visage est très connu dans l'affaire Cahuzac, vous êtes exposé terriblement et donc on sait, vous connaissant, que vous avez certains secrets encore, que certains redoutent de voir sortir. Comment est-ce que vous vivez au quotidien ? Je pense que je cours moins de danger que vous quand vous faites vos explorations. Je suis comme vous tous, et je fais comme vous tous là où je suis. Je pense qu'on est requis tous là où nous sommes. On est requis quand on est enseignant, quand on est étudiant, on est requis comme citoyen, on est requis. Voilà. Je suis, de ce point de vue, je le crois, vraiment ordinaire. Une question sur quelque chose de nouveau que nos systèmes démocratiques demandent de plus en plus de leurs dirigeants, qui est l'exemplarité. C'est chose à la fois de leur comportement public, privé, etc. Jusqu'où doit-on aller dans cette recherche de l'exemplarité et dans l'exposition de ces déficiences ? Est-ce qu'on ne va pas se rendre compte que finalement, ce qu'on sait déjà, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, et comme disait Hegel, non pas parce que le grand homme n'est pas un grand homme, mais parce que le valet n'a qu'une âme de valet. Est-ce qu'on ne risque pas de détourner le débat public en se focalisant sur ces déficiences de la seule chose qui apporte, qui est non pas l'exemplarité de ce qu'ils sont, mais l'efficience de ce qu'ils font? Une fonction publique, quelle qu'elle soit, c'est un miroir pour nous tous. Parce qu'au fond, elle n'appartient pas à celui qui la détient. C'est nous qui l'avons mis là. Donc, nous nous regardons dans ce qu'il fait, de comment il respecte cette fonction, de comment il en prend soin. Et donc, la question que vous posez, pour moi, je vous la renvoie. Qu'est-ce que nous tolérons trop ? Nous ne tolérons pas l'exemplarité. Nous tolérons, pour moi, et nous nous sommes habitués trop longtemps à ce qui un jour nous paraîtra stupéfiant. Et je pense que la France, de ce point de vue, est un pays qui n'est pas assez comparatiste, qui croit qu'il a une tradition comme ça, qui le protégerait par rapport à plein d'autres. Je prends juste un exemple. Une des petites révélations de Mediapart, ça a été l'usage des frais parlementaires par les parlementaires. Ils ont une enveloppe à l'Assemblée nationale qui a été légèrement baissée, qui est de près de 6 000 € par mois pour leurs frais, indépendamment de leur indemnité de fonction et des moyens qui leur sont accordés, le secrétariat, etc. 6 000 €, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à ce qu'est un SMIC aujourd'hui. C'est beaucoup encore plus dans un moment où on demande des efforts. Cette indemnité n'est contrôlée par personne. Vous êtes dans une entreprise, vous faites des notes de frais, elles sont vérifiées. Elle est au bon plaisir de chacun. Et là se joue votre question, qui n'est pas une question morale, qui est une question politique, ou qui est une question, à ce moment-là, déplaçons la morale vers l'éthique, au sens l'éthique est de la vertu publique. Qu'est-ce que nous avons révélé ? Épreuve d'indépendance de Mediapart, c'est hélas tombé sur un député, notre exemple, blogueur de Mediapart, et abonné et ferme soutien de Mediapart. Eh bien, ce député utilisait cette indemnité pour ses vacances en famille, en Égypte, au Sénégal et ailleurs. Cette indemnité de frais parlementaires. Et il n'est pas le seul, simplement là, on avait les preuves. Cette question n'est toujours pas réglée. Pourquoi je vous donne cette histoire ? Grâce à l'existence, qui n'existe pas en France, en Grande-Bretagne depuis 2005, de l'équivalent du Freedom of Information Act américain, le droit de savoir, le droit d'obtenir les informations d'intérêt public. La presse britannique a révélé un scandale similaire, mais à grande échelle, en ayant tous les détails, parce que comme si nous pouvions demander à chacun vos notes de frais. À chaque parlementaire, je veux dire. Eh bien, ce scandale des notes de frais a eu quoi comme conséquence en Grande-Bretagne ? Et qui concernait aussi bien des députés conservateurs que des députés trovéistes. Tous ceux qui ont été pris, et ils n'étaient pas la majorité, qui ont été pris en abus de ces notes de frais, en abus privés, en non-respect de leur mandat. Cet argent n'est pas à moi, il doit servir à ma fonction, en petit capital privé qu'ils accumulaient. Tout cela ont disparu de la vie politique. Et non seulement ils ont disparu, mais ils ont été condamnés, pour certains, qui étaient vraiment de mauvaise foi. Et à quoi ? À des peines de prison. Vous connaissez ce nom, Denis McShane, représentant du Labour de Tony Blair, européen, francophile, très sorte d'intellectuel du New Labour. Il est actuellement en prison pour 3 mois. Pour une note de frais de combien ? 19 000 €.
Moi, voilà ce que je dis. Je ne suis pas quelqu'un qui dit que tout le monde doit être comme ça, une sorte de perd la morale ou perd la pudeur. Je dis simplement que dans un moment de grande crise démocratique, de grande perte de confiance, de grands doutes sur l'avenir, ceux qui ont des fonctions publiques doivent non pas être irréprochables, ils doivent simplement respecter leurs fonctions publiques. Et respecter leurs fonctions publiques, c'est en prendre soin. Et en ce sens, nous sommes, petite image, des grains de sable. Nous sommes des grains de sable qui, à un moment, par nos informations, soulignent cela. Or, vous savez, c'est intéressant parce que le grain de sable, c'est un petit caillou. Et le petit caillou, dans une analogie qui est le mot scrupule, le scrupule, être scrupuleux. Allez voir dans des dictionnaires étymologiques. Au plus lointain, vous trouverez des poids, des petits cailloux qui servaient de poids, qui servaient à équilibrer les choses, à peser les choses. Nous sommes des petits cailloux. Et le petit caillou s'est rappelé à ce scrupule de ce qui est notre bien commun. Oui, une question encore ici. Oui, bonsoir. Si j'ai bien compris, vous prenez donc la pluralité des vérités, des opinions, etc. Et j'aimerais donc savoir, dans ce cadre, avec la récente affaire Dieudonné, si on se place dans son référentiel, il considère qu'il a la vérité. Et donc, de ce fait, est-il judicieux, comme l'a fait M. Manuel Valls, de l'empêcher de dire sa vérité? Alors, j'ai peut-être été trop vite, c'est l'effet des 15 minutes, parce que vous ne m'avez pas bien compris. J'oppose, je distingue, je différencie ces vérités d'opinion qui, pour moi, sont relatives, qui peuvent être aussi folles, dangereuses et meurtrières que raisonnables et pertinentes et créatrices, aux vérités de fait, qui, elles, sont des vérités de fait, vérifiables, recoupables, sourçables, et qui doivent être au cœur du débat, qu'il s'agisse du passé ou du présent. Tout cela n'est pas relatif. Donc moi, ma position est très simple, exprimée très clairement depuis 2008, depuis que Mediapart existe, et réexprimée à cette occasion. Elle est double. Premièrement, je conteste totalement ce sur quoi se fonde M. Dieudonné pour exprimer une opinion que je trouve négationniste d'une vérité historique. Oui, il y a eu un génocide. Oui, il est au cœur de notre histoire. Oui, il est au cœur du crime du bureau et de la banalité du mal. Il est au cœur d'une culture de servitude et d'obéissance. Et il nous concerne, parce que notre pays en a été aussi, par ses élites majoritaires du moment, l'a accompagné. Donc cette histoire est là. Cette histoire est là. Et il y a eu ce crime comme il y a eu d'autres crimes. Je ne suis pas dans la concurrence des victimes, ni dans la hiérarchie des crimes, ni dans la sacralisation d'un crime par rapport à d'autres. Oui, il y a eu d'autres crimes, et les crimes coloniaux. Oui, il y a eu la torture. Le mathématicien Maurice Audin, vous le savez, a été assassiné. C'est rappelé dans la période récente. Et encore, nous sommes dans un pays où il faut 60 ans pour dire enfin la vérité sur l'assassinat par l'armée française sur ordre de ce mathématicien qui soutenait les indépendantistes algériens et qui allait soutenir sa thèse ici même avec Laurent Schwartz, que pour les mathématiciens, vous connaissez évidemment. Et donc, il y a des vérités factuelles et que ces vérités-là, doivent être rappelées au cœur du débat et on ne peut pas dire n'importe quoi sur elles. Et surtout, on ne peut pas s'appuyer sur ce n'importe quoi pour désigner à nouveau une partie de la population au nom de son origine. Pour celui-là, au nom de l'origine juive, pour d'autres, ce sera l'origine rome, ce sera l'origine musulmane, et ainsi de suite. Alors je dis ça d'un côté. Et de l'autre, je dis, il n'y a pas de raccourci démocratique. On ne combat pas une atteinte aux libertés ou à la démocratie par une démocratie plus faible et moins libertaire. Et donc, j'ai écrit contre Dieudonné, mais sans Manuel Valls. Je considère, comme Pierre Jox, comme Jacques Lang, comme Henri Leclerc, comme la Ligue des droits de l'homme, que ce qui a été décidé là, en médiatisant Dieudonné, en faisant d'une sorte du couple Valls-Dieudonné leur meilleur agent réciproque de promotion l'un l'autre, eh bien, est un mal peut-être pire que le mal que l'on voulait combattre. Pourquoi ? Parce que la décision du Conseil d'État, et j'y ai fait une allusion un peu voilée au tout début de mon propos, la décision du Conseil d'État d'interdiction, prise en urgence, très contestée par beaucoup de juristes et qui serait probablement
renversée par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, plus libérale que nous. La décision du Conseil d'État, outre ses références à la Déclaration des droits de l'homme, emploie deux mots, deux expressions plutôt, faites de deux mots, tradition républicaine et cohésion nationale. Et là, vous voyez bien que le loup est rentré dans notre bergerie démocratique. Car ce sont des mots qui ne renvoient à aucun texte de loi et qui renvoient à quoi? À une interprétation, la tradition républicaine. Je l'ai dit tout à l'heure, la République, c'est le mouvement. La République a eu aussi des fautes. La République, c'est une dynamique. On ne va pas l'immobiliser en disant elle a toujours été irréprochable. On la juge à ses actes. Et la cohésion nationale, ce suivisme moutonnier, où était la cohésion nationale en 1940 ? Qui était celui qui a été déchu de la nationalité? Parce qu'il n'était pas le seul, De Gaulle, Mendès France et bien d'autres. C'était ceux qui ont dit non, ceux qui ont été les grains de sable. Et donc voilà, je pense qu'il faut tenir les deux bouts. Il faut combattre toute renaissance du racisme, de l'antisémitisme, y compris dans la renaissance par aveuglement, par ignorance. Et il faut faire de la pédagogie et en même temps refuser des raccourcis qui, sous ce prétexte, feraient reculer nos libertés. À Dieudonné, j'ai rappelé tout simplement ce qu'avait écrit, car Dieudonné est un grand comique au départ, un grand comédien, non sans talent, et il est intelligent. Je lui ai rappelé, puisque le point de départ, c'est cette idée de la concurrence des victimes. Vous parlez d'un crime et vous oubliez les autres, les Africains, les coloniaux, etc. Et je lui ai rappelé ce qu'écrivait Frantz Fanon, l'auteur des Damnés de la Terre, dans Peau noire, masque blanc, en 1952. Superbe livre, qui disait « Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, car son destin est d'être lâché, de faire mouvement, de marcher, d'avancer. » Et à un moment, Fanon dit « Je me souviens toujours de ce que nous disait à Fort-de-France, en Martinique, notre professeur de philosophie. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Derrière tout antisémite, il y a un négrophobe.